Bienvenue sur Rain or Shine. Nous sommes le 21 mai et nous recevons aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Maria Dion Gokan ou Gokan. Il faudra que tu me dises. Bah, comme tu veux, tu prononces comme tu veux. Moi, je prononce bien vocal. Dion Gokan, ça me va très très bien. Parce que si moi, ce que je commence à dire aux gens, prononcez comme vous voulez mon nom de famille, on va se retrouver avec n'importe quoi. Donc je préfère quand même demander et comme ça, on est bon jusqu'au bout. Et bienvenue évidemment aux gens qui sont présents dès ce début de cette intervention et à ceux qui vont nous rejoindre pendant l'heure. Et puis bien sûr, si vous nous écoutez sur podcast ou YouTube, merci de le faire. Et puis évidemment, n'hésitez pas à partager avec vos amis tout ce beau contenu que nos intervenants vous donnent gratuitement. Donc voilà, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Maria. Alors, ça fait un moment qu'on s'est rencontrés pour la première fois, mais tout le monde ne te connaît pas forcément, même si tu as eu un stand sur le Café Festival. Et d'ailleurs, c'est le panneau qui est derrière toi. C'est un beau souvenir de ça. Tout à Donc, fait. tout à fait, ouais. Est-ce que tu pourrais bon, déjà, en fait, décrire un peu ta carte d'identité? Qui es-tu? Bah, je suis Maria Djongokan, comme tu viens de le dire. Je suis une reconvertie. Je n'étais pas dans le café avant. Je ne consommais pas du tout de café. J'ai bu mon premier café fin 2017. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans le café. J'ai pris des cours. Je commençais les cours avec Alban. Mais en fait, moi, j'ai fait mon propre programme. Je ne suis pas allée sur tout le programme de la SIA parce que j'avais un projet en tête. Et donc, j'ai choisi les intervenants. Bon, toi, t'as été tu m'as formé sur une machine et tout ça. Et donc, j'ai créé mon entreprise en janvier 2019, Rituel Café, qui est une entreprise qui est engagée dans une économie solidaire et circulaire. C'est vraiment toute cette partie du café qui m'a intéressée. Tout le sourcing, tout le café. Je suis que sur le café africain. Donc, j'importe le café africain, je vais à la source. Et puis, en allant à la source, justement, j'ai été formée par Régine, avec qui je suis toujours en contact et qui me donne toujours des billes, des astuces, qui continue de me former. Et, euh, voilà un peu ce que je fais. Donc, j'importe le café, je le vends ici en France. Et puis, je suis plus engagée dans l'économie circulaire du café, notamment la cascara, qui est un déchet qui a été, que j'ai souhaité faire connaître encore plus aux gens. Ok, bon, c'est vraiment très clair. Ça donne un très bel aperçu de ton cours, mais parcours, j'ai envie de dire déjà original dans le café. Et en fait, c'est vraiment ça en fait qui est vraiment intéressant et qui te démarque, parce que quand on pense café spécialité, première chose, peut-être on pense barista, mais on n'est pas obligé d'être barista ou torréfacteur pour travailler dans le café en règle générale. Et en fait, on t'en est un très bel exemple. Et c'est pas ce que tu veux en faire. Tu veux pas tu veux pas être dans la technique. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le café. Il y a beaucoup d'autres choses à représenter et surtout au niveau des valeurs. Exactement, c'est ce qui m'a attirée justement. Parce que moi, j'ai un autre profil, j'étais approvisionneur acheteur, je travaillais dans une entreprise, j'ai eu envie de créer. Mais avant ça, j'étais une personne qui était engagée, j'avais des causes. Et donc, du coup, j'avais envie de travailler dans un domaine qui allait me permettre à moi de pouvoir satisfaire ces causes-là. Et donc, le café était bienvenu. Je suis originaire d'Afrique, je suis originaire de Côte d'Ivoire, qui est un pays producteur, mais qui n'arrive pas justement enfin, qui fait partie des 15 premiers pays exportateurs de café, mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau qualité. Il y a plein de choses à faire sur le terrain. Et puis, les producteurs ne s'en sortent pas si bien que ça. Donc, voilà, enfin, toutes les causes qui m'ont amené justement à me lancer dans le café en ne me spécialisant pas en tant que barista parce que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Exactement. Et chacun a sa place et surtout quand ça vient du cœur et qu'il y a des vraies choses
à montrer en fait. Donc il y a plein de choses vraiment très intéressantes à traiter aujourd'hui avec toi en fait. Et alors déjà, tu as parlé de deux économies différentes. Alors, certains connaissent les termes, mais alors économie sociale et solidaire et économie circulaire. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce que c'est? Justement, enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser au café, j'ai vu que c'était la deuxième commodité la plus exportée dans le monde, hein, la première denrée alimentaire. Et par contre, enfin, les pays producteurs sont parmi les plus pauvres en fait du monde. Donc, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je sais qu'il n'y a que 10% de l'économie du café qui reviennent aux pays producteurs et les trois quarts de la production des pays producteurs est destinée aux pays du Nord. Donc, ça faisait un déséquilibre. Je me suis dit, mais il y a quelque chose à apporter. Est-ce qu'il ne fallait pas que je me lance dans une activité où, effectivement, il y aurait cette solidarité autour des producteurs, mais la solidarité, ce n'est pas leur donner quelque chose, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vivre décemment de leur travail et que ben, voilà, on les soutient de cette façon-là. Et comment les soutenir de cette façon-là? Ça peut être par des actions, ça peut être par le café de spécialité en acceptant de payer un peu plus. Ça peut être le fait de reverser des choses à l'origine. Donc, il y avait plusieurs actions en fait à mener pour pouvoir être sur cette partie solidaire. Et la partie circulaire, justement, ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est vraiment le recyclage des déchets qui sont issus de notre activité. Donc, je me suis rendu compte aussi que pendant la formation, qu'on gaspillait beaucoup. Il faut savoir que dans le café, on utilise moins de 10% de la capacité, du potentiel en fait du café. C'est énorme. Tout le reste, c'est des déchets. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que si on a envie de changer les choses, il faut que je commence par ma propre activité. Donc, si je suis dans une activité et que j'arrive, moi, à recycler ou à rendre circulaire en fait les déchets de mon activité, à ce moment-là, j'aurais impacté mon environnement. Et l'environnement, c'est pas que la nature, mais c'est aussi les hommes qui y vivent. Hein, c'est vraiment tout le monde. Et voilà pourquoi je me suis lancée dans l'économie solidaire et circulaire. Et c'est vraiment ma marque, elle est définie comme ça. Marque éthique. Éthique, pourquoi? Parce que c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de prôner. Voilà. Et j'ai envie d'acheter des choses au prix juste. Et donc, toute cette partie éthique, je me pose vraiment la question. C'est pas le prix qui va m'intéresser, mais c'est vraiment est-ce que je suis sûre que j'achète le produit au prix auquel que le producteur mérite et voilà. Alors en fait, ça c'est déjà en soi une question qui est intéressante et qui est, j'imagine, pas facile en fait à traiter, mais c'est quoi le prix juste et comment on définit le prix juste? Ben, justement, moi, quand je suis allée sur le terrain, j'ai vu toute la difficulté qu'il y avait pour avoir un bon café. C'est-à-dire qu'ils passent des heures à récolter les cerises. Il faut les peser. Enfin, il y a toutes ces étapes-là. Et après, quand on voit les prix qui sont fixés sur le marché international, je me dis, c'est pas possible. On peut pas faire tout ce travail-là pour environ 1 dollar le kilo. C'est pas possible. Et il n'y a qu'une seule récolte. Souvent, dans certains pays, il y a une grande récolte, une petite récolte, mais généralement, c'est une récolte. Et donc, ces producteurs-là, si on achète le café à ce prix-là et que on voit la différence entre le prix qui est payé sur le terrain et le prix auquel le consommateur final achète son café, il y a un grand gap. Donc à ce moment-là, je me dis, mais quelque part, comment je peux agir? Est-ce que je vais réduire les intervenants de la chaîne de valeur ou alors est-ce que je les encourage à faire beaucoup mieux et à ce moment-là, le prix, au lieu de payer le prix qui est fixé sur le marché international, parce que même moi, en voyant ça, je me dis, on ne peut pas vivre avec. Euh, donc, à ce moment-là, pour moi, la justesse, c'est ça. C'est le travail qui est fourni, la qualité du travail qui est fourni, la pénibilité du travail qui est fourni. Est-ce que ça correspond vraiment au prix que moi, je paye sur le marché? Et est-ce que Hmm. c'est quelque chose qui leur permet de vivre décemment? Hmm. euh, Parce que alors déjà en fait, il faudra avoir une notion de des coûts en fait pour eux.
Ouais. Et évidemment, en fait, que le prix de vente ne soit pas inférieur. Et donc, l'idée, c'est quand même qu'ils gagnent de l'argent. Mais après, j'imagine que c'est spécifique aussi à chaque pays, voire chaque région, chaque plantation. Et c'est là, en fait, parce que personnellement, je ne m'y connais pas assez pour attaquer cette question-là, mais j'imagine que ce n'est pas si facile que ça de définir le prix juste. C'est sûrement du cas par cas. Mais de manière idéale, en fait, parce que tu disais, les producteurs récupèrent 10% de la valeur du marché du café dans le monde. Idéalement, il faudrait que ça soit plutôt quoi, en fait? Au 20, moins la moitié, au moins la moitié, la parce que moitié. Ouais. ça profite, parce que généralement, ce sont des pays pauvres, en fait. Quand on voit la différence de niveau culturel, enfin, pas culturel, la différence de niveau industriel, en fait. Donc, c'est des pays plus industrialisés qui consomment ces cafés-là, et on se dit, ben, si eux, ils produisent toute cette quantité-là, logiquement, ils devraient être beaucoup plus avancés, en fait. Ouais. Euh, du coup, que 10%, c'est pas équitable en fait. Non, là pour le coup, on est quand même loin, c'est sûr. Mais après, pour augmenter, alors donc effectivement, on peut les payer plus déjà pour le café qu'ils produisent. Et une manière, c'est de, je sais pas quel mot utiliser, de les accompagner ou de les encourager ou de faire en sorte en tout cas qu'ils aient la possibilité de faire de produire de meilleurs cafés. Mais aussi, en fait, j'imagine que c'est là où tu attaques aussi le problème, c'est sur la fameuse économie circulaire et la valorisation des déchets. C'est une autre manière pour eux de faire de l'argent plutôt que quoi? En fait, finalement, les déchets du café, c'est quoi? Bah, les déchets du café, c'est tout ce qu'on ne va pas utiliser parce qu'on sait qu'on n'utilise que les grains du café. En fait, pour faire la boisson café, on utilise les grains du café. Donc, on enlève tout ce qui est comment dire, la peau, en fait, voilà, la pulpe et la peau, on l'enlève. Donc, environ 1 tonne de cerises de café produit la moitié, 500 kilos de pots de café. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être recyclé. Après, il y a le marc de café, mais ça, c'est après. Donc déjà, la pulpe et la peau de café qu'on appelle la cascara, c'est un déchet qui peut être valorisé de plusieurs manières. Et en s'attaquant à ça, ça fait un revenu supplémentaire. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas indexé sous le cours de la bourse de New York ou de Londres. Donc, du coup, c'est de l'argent pour lui, en fait. Donc, ça ne va pas dépendre, en fait, des cours internationaux. Donc, c'est une manière pour lui d'avoir un revenu supplémentaire au lieu d'avoir qu'une seule récolte et d'attendre cette récolte-là. D'accord. Alors peut-être que je vais faire un petit aparté pour ceux qui nous regardent. Ça va pas aider vraiment sur le podcast, mais en tout cas, c'était juste pour montrer en fait à quoi ressemblait la cascara. Et je vais juste me permettre en fait d'en préparer une infusion parce que explique-nous en fait comment qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Le plus simple en utilisation, c'est quoi? Ben, justement, la cascara, au début, c'était utilisé, enfin, on l'utilise, enfin, c'était un déchet. Ils jetaient la cascara, mais dans certains pays producteurs, au Yémen, en Éthiopie, ils consommaient la cascara. Et au départ, la cascara, c'était pas vraiment consommé enfin, c'était des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens, qui consommaient cette cascara-là. Et donc, comme tu viens de dire, tu vas la faire en infusion. Donc, c'est une boisson qui peut se consommer en infusion chaude ou froide. Et c'est une boisson qui est riche en antioxydants. Et c'est Est-ce que tu peux nous dire en fait ta recette préférée, c'est quoi? Tu mets combien en fait, voilà. Et je t'expliquais qu'il y avait plusieurs types de cascara. Comme on a deux principaux procédés, le process lavé, le process naturel. Donc, on peut obtenir la cascara de ces deux façons-là. Donc, moi, j'ai une cascara du process lavé. Donc, du coup, quand je récupère ma cascara, je mets 7 à 9 grammes pour 200 millilitres d'eau en infusion 4 minutes maximum, donc entre 3 à 54 minutes. Après, c'est vraiment au feeling parce qu'il y en a qui aiment quand c'est beaucoup plus infusé, il y en a qui n'aiment pas quand c'est beaucoup plus infusé. Donc, du coup, après, ça dépend de la personne et de la cascara qu'on a. Et c'est ce qui est intéressant justement avec la cascara. Donc, on la fait, on la prépare
comme on fait son infusion, comme on fait. Ouais. Ah ouais, ok. Et moi, ce que j'aime justement, c'est que la cascara, elle soit infusée dans l'eau directement. Parce qu'il y en a justement qui ne la font pas, qui font pas infuser la cascara dans l'eau. Et j'ai l'impression que ça perd un peu de sa saveur quand c'est pas totalement infusé. Et puis, au niveau de la cascara, c'est un peu comme le café. En fonction du terroir, la notion de terroir joue aussi au niveau de la cascara. Une cascara d'une variété du Guatemala n'aura pas forcément le même goût que la cascara du Bourbon rouge du Rwanda. Et voilà, donc ça dépend vraiment. Oui, tu peux. Oui, Régine. Oui. Et c'est ce qui est bien avec la cascara, on a tellement de choses. Il y a des cocktails, il y a des desserts, il y a même de la bière qu'on peut faire avec la cascara. Il y a des boissons, des boissons comme le thé glacé. C'est super ça. Et Régine, elle dit qu'elle a fait de la panna cotta à la cascara. C'est super. Ça a l'air dingue, oui, effectivement. Oui, Régine disait aussi, est-ce qu'on peut partager des recettes de dessert à la cascade? Imaginez en fait tout ce qu'on peut faire avec ça. Enfin, alors juste, enfin, est-ce que tu peux décrire le goût? Tu l'as déjà fait ou pas? Quand tu bois ça, en fait, en général, on a quoi comme note? On a des notes d'hibiscus parce que ça rappelle le côté acidulé, de tamarin, hibiscus. On a des notes de prune aussi et en fonction de certains terroirs, on peut avoir des notes de raisin, de miel. Donc, ça dépend. Mais la note acidulée, on l'a presque tout le temps en fait. Hmm, Et, hmm. et c'est super bon. C'est vraiment fruité. Les gens, quand on leur dit que c'est la pulpe de la cerise de café, ils s'attendent à avoir le goût du café. Mais le goût du café, on l'a parce que c'est torréfié, en fait, parce que le grain a été torréfié. Alors que là, on est sur le fruit. Et du coup, c'est plus notre fruité qui vont ressortir. Hmm. Et ça Ouais. sent super bon. J'adore, je suis fan. Et puis même, ouais, pour moi, ça, je trouve ça rappelle la pêche, la nectarine aussi. Évidemment, ça va dépendre. Et alors justement, question. Alors déjà, tu disais, on peut avoir du lavé et du nature. Donc déjà, clairement, le traitement va sûrement changer quelque chose. Enfin, en tout cas, sur le lavé, disons que c'est directement séparé du grain. Donc on va traiter directement en fait la pulpe, la coque. Tandis que sur le nature, en fait, tout est séché sur le grain et après, on va récupérer après l'usinage. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de goût? Oui, moi j'ai ressenti la différence de goût, mais en même temps, j'étais pas sur les mêmes. Je pense pas que j'étais sur les mêmes variétés parce que j'avais une cascara de l'Éthiopie et j'ai une cascara du Rwanda. Et donc, du coup, j'ai vu tout de suite, même à la texture, ça se voit tout de suite. Quand c'est Ah, sur le procédé lavé, on voit bien la forme de la pulpe, de la peau oui. qui va reprendre. Alors que pour le côté naturel, c'est beaucoup plus plat, plus concassé. Oui. Et puis, donc, au niveau des saveurs, c'est pas pareil, en fait. Hum. Tu as eu une préférence, même si effectivement, comme tu dis, c'était pas forcément comparable, mais est-ce que tu préfères Non, le laver du coup? je préfère, en fait, quand je choisis mes cafés ou mes produits, j'ai pas de préférence. Je les aime tous. C'est comme mes enfants. Je les aime tous. Oui, C'est bon, bon. je ne Dans veux un pas sens. influencer qui que ce soit. Je les aime tous de la même façon. Très Et bien. puis, je Ok. laisse les Juste consommateurs. Alors juste pour info, en fait, après, c'est pas du tout pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est pas du tout ça vient pas d'Afrique, donc c'est pas vraiment c'est pas nouveau non plus, et tandis que toi, en fait, c'est avec l'Afrique, parce que tu nous expliqueras, je pense que c'est très rare, en fait, pour l'instant. Donc là, c'était juste vous pouvez le retrouver chez KB, il y a d'autres torréfacteurs, il me semble Pia aussi, Il y a qui en a en ce moment, tu sais, pour un l'arbre café, qui le fait peut-être? aussi. Tu as Ducasse qui le fait aussi. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais, ouais. Donc voilà, si jamais vous la retrouvez, en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Donc le mien, il vient même un geisha naturel, Casa Ruiz du Panama. Donc je sais même pas si j'ai déjà pris de la cascara geisha, ça va être la première fois. Donc, d'après toi, alors, est-ce que la variété, donc ça a une influence sur Ça a une la- influence. Oui, ça a une influence. Parce qu'en fait, j'étais partie à la caféothèque aussi, on a. J'étais allée à la Oui. caféothèque
Tech et j'avais dégusté une cascara du Guatemala. Et du coup, moi, j'étais restée sur mes cascaras africaines et puis j'ai goûté, c'était pas pareil. Je me suis dit, mais oui, mince, je suis bête, c'est pas pareil. C'est pas la même variété, c'est pas le même terroir, c'est sûrement pas le même process. Hein, donc, logiquement, voilà. Et j'ai trouvé que c'était logique. Au niveau des cafés, on a cette différence-là. Donc, effectivement, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en gros, en fait, et ça se sent, en fait, même si pour ceux qui ont eu la chance, celles et ceux qui ont eu la chance d'aller en production, en fait, si vous avez différentes variétés et que vous prenez vraiment des fruits mûrs pour bien comparer ce qu'il faut comparer, euh, chaque variété aura un taux de sucre déjà différent. Donc, en bouche, en fait, le fruit n'a pas exactement le même rendu. Donc, on imagine bien que euh, ça se retrouve ensuite dans la cascara. Ouais. Et très bien. Donc là, c'est une infusion à chaud. Et alors, contrairement au café, enfin au café préparé de la mouture de café, il y a pas de surextraction en gros. C'est un peu comme. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut laisser l'eau chaude en contact avec ou pas? Plus ça reste en contact, plus ça continue d'infuser. Donc, ouais, on va pas dire sur extraction, mais effectivement, tu vois la différence. Si tu arrêtes ton infusion à 3 minutes, à 4 minutes, à 5 minutes, tu vas voir la différence. Et j'ai remarqué, parce que là, je suis en train de sortir une boisson, justement, et ben, j'ai remarqué ces différences-là pour pouvoir avoir la recette exacte pour sortir la boisson. Eh oui, évidemment. Et puis alors, est-ce que tu conseillerais en fait finalement de faire une infusion à chaud ou alors de faire, si on a le temps évidemment, de faire une infusion à froid, donc beaucoup plus lente, beaucoup plus longue, mais derrière en fait on a quand même le choix, un peu comme le thé finalement, on a le choix de le consommer à froid ou alors de le réchauffer sans changer vraiment la nature. Mais c'est en fait la cascara, elle se déguste de ces deux façons et on l'apprécie de ces deux façons-là. C'est incroyable. Après, on peut tricher aussi, enfin, pour que ça aille plus vite, hein, tu la fais à chaud et puis tu mets des glaçons, voilà. Mais effectivement, enfin, à chaud ou à froid, enfin, on l'apprécie. Moi j'aime de ces deux façons-là. Quand il fait chaud, on apprécie une cascara glacée avec du citron, c'est intéressant. Voilà, donc il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter. C'est vraiment un thé glacé. Ouais, C'est c'est ça. Alors tu disais en fait il y a certains pays qui le consomment déjà en fait, les pays producteurs. Oui, tu as le Yémen qui consomme la cascara et ça s'appelle le quiche, Qishr. Ça s'appelle comme ça et ils rajoutent des épices en fait, eux. Comme quoi? De quelle sorte d'épices? Gingembre, quelque chose qui pique en fait. Et tu as l'Éthiopie aussi qui consomme ça, qui s'appelle le kirsch. Non, c'est. Enfin, je vais te. Ouais. Il y a sur Régine dit, ça s'écrit QIRCH, mais j'imagine c'est un peu comme tout en fait. On peut retrouver différentes Tout à fait. quiche. Ouais, bon, ouais, j'imagine qu'il y a plein de versions en fait, mais on voit ce qu'on. Et puis en Éthiopie, effectivement, ça se consomme aussi. Et puis, Ouais. tu peux rajouter de la cannelle. C'est super, super intéressant. En Amérique latine, on consomme beaucoup hein, la casserole. Oui, ah ouais, oui, je crois que c'était, alors, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'au Pérou, en fait, alors qu'ils sont pas forcément des consommateurs de café de façon traditionnelle, il me semble que j'avais entendu, je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que j'avais entendu qu'ils étaient des consommateurs de la cascara. Et c'est pour ça qu'au final, c'était au tout début, Ouais. c'était très facile enfin, beaucoup plus facile de retrouver une origine péruvienne de la cascara. D'accord. Mais c'est normal parce qu'en fait, la majorité de la production de café est destinée au marché international. Donc, du Oui. coup, localement, les gens, en tout cas dans certains pays d'Afrique, c'est comme ça. Ils ne consomment pas le café. Donc, ils vont se rabattre sur la pulpe. Et c'est là c'est maintenant qu'on se rend compte que ça a des vertus vraiment Hmm. intéressantes. Et, Alors, bon, on y reviendra d'ailleurs sur les vertus parce que c'est une question que tout le monde se pose aussi, évidemment. Euh, et je me demandais donc, on a vu en fait dans quel pays il y avait déjà des productions, on va dire, et de la consommation un peu traditionnelle. Est-ce que là, ça fait quelques années qu'on parle de la cascara, en fait, est-ce que ça commence à évoluer? Alors déjà, pas forcément encore la consommation dans les pays comme le nôtre, mais à l'origine, en fait, est-ce qu'il y a
une prise de conscience en fait de ce que ça peut être en tant que eux-mêmes consommateurs, mais aussi derrière de l'utilisation de ce déchet. Moi, le constat que j'ai fait, les pays qui en consommaient, ils continuent d'en consommer. Les pays qui n'en consommaient pas du tout ne connaissent même pas la cascara. Quand je suis allée l'été dernier en Côte d'Ivoire, par exemple, ils n'ont jamais entendu parler de cascara. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et tu as dans les pays, au Rwanda, où je prends ma cascara, ben, tout le monde ne consomme pas la cascara parce qu'ils ne maîtrisent pas tous aussi le process pour pouvoir faire la cascara. Donc, du coup, ça ne vient pas encore. Mais je pense que de plus en plus, parce qu'ils voient maintenant sur le marché international, les acheteurs vont le leur demander. J'ai été à un concours de café en Ouganda, un concours de barista dans les boissons signature. Il y avait de plus en plus de cascara qu'ils utilisaient. Donc, ça faisait vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Je pense que ça va venir. Ouais. Alors, du coup, si c'était pas utilisé, qu'est-ce qu'ils en font en fait? Ils jetaient ou alors ils l'utilisaient pour le compost. Quoique, ce que j'ai entendu, ce ne soit pas très, très efficace, mais ils l'utilisaient pour le compost ou alors ils le jetaient. Donc, c'est Et ils le jetaient tout simplement en fait. simplement, voilà. Ok, donc c'est vrai que c'est complètement perdu en fait. Alors au niveau du compost, en fait, moi ce que j'ai vu, c'était en Guatemala et je crois que ça s'est développé ensuite derrière. En fait, c'était utilisé avec le compost Ouais. et, et en particulier, en fait, ça marchait bien avec des vers de terre. Alors donc j'ai complètement oublié le nom, mais il me semble que c'était encore une fois, en fait, ce sont des vers de terre originaires du Pérou et qui adore apparemment la cascara. Donc pour le compost de la cascara, c'était absolument des vers rouges. Ouais, voilà. Alors, il faudrait retrouver le nom de l'espèce exactement, mais bon, enfin, c'est effectivement bien adapté pour ça, en tout cas. D'accord, donc c'était complètement jeté. Donc, alors, et tu disais en Côte d'Ivoire, ils connaissaient absolument pas ça. Donc, toi, une fois qu'un producteur te dit ça, comment tu réagis? Comment tu lui dis quoi? Moi, ce que je veux faire, c'est pour ça que je veux aller plus loin dans l'économie circulaire du café en disant, voilà, non seulement on va faire du bien à l'environnement, mais aussi on va vous apporter un revenu supplémentaire. Et puis, ça va aussi les encourager à bien traiter leur café parce que comme ça va se retrouver dans la tasse, donc du coup, il y a un soin supplémentaire qui va être apporté. Et à ce moment-là, quand ils savent que ça va être payé plus cher que le prix qui est fixé de manière locale, donc voilà. Donc du coup, cet été, c'est ce que j'ai envie de faire. L'été dernier, je suis allée présenter pour que les gens ils aient conscience de ce que ça donne et tout. Et là, cet été, quand on pourra bouger, Ouais. quand on pourra bouger, essayer de produire ça parce que c'est vraiment intéressant. Ok, donc petit aparté, je reviens parce que Régine nous a donné la réponse. Les vers rouges, en fait, le nom latin, c'est Essenia fetida. Voilà, pour ceux qui notent ça. En tout cas, merci pour l'info, Régine. Donc, qu'est-ce que c'est que le process de la cascara? Comment est-ce qu'on récupère? Qu'est-ce qu'on en fait? D'accord. Donc, quand on fait un process naturel, donc on va sécher toute la cerise et tout, et au moment du décortiquage, à ce moment-là, on va récupérer la cascara, la peau, et en Éthiopie ou au Yémen, ils vont torréfier un tout petit peu, Oui. légèrement, ils vont torréfier légèrement. Dans les pays qui pratiquent le café lavé ou les producteurs qui font le café lavé, ben, dès qu'ils récupèrent la pulpe et la peau, ben, ils la mettent à sécher. Et puis après, ben, ils les récupèrent et puis ils les mettent en sac pour voir. Donc c'est assez simple en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques particuliers à ce niveau-là? Des choses à ne pas faire? Euh, il faut faire attention à la peau. Enfin, bon, pour les personnes qui le font, elles font super attention. C'est récupéré tout de suite et tout. Il ne faudrait pas que ça tombe par terre. Voilà, donc les normes d'hygiène normales. Et la cerise, elle est lavée en fait avant de faire pour pouvoir récupérer tout ça. Donc, voilà ces petits soins qu'ils apportent Oui, enfin, ce qui paraît évident, mais en gros, éviter la moisissure, quoi, clairement. Des choses comme ça. Est-ce que
On parlait tout à l'heure de vertu, alors peut-être on peut en parler maintenant. Quand on me pose la question, en fait, quelles sont les vertus, pourquoi est-ce que ça serait bon pour la santé? Est-ce qu'il y a les mêmes effets que le café? Enfin, Ben, il y a une étude qui a été faite par, je pense que ça s'appelle Square Mile mhm. en Angleterre, qui a été faite par eux. Ils ont demandé à un laboratoire justement de faire ces études-là. On sait déjà qu'on n'a qu'un quart de caféine par rapport à une tasse de café normale. On n'a que 25% de caféine, donc ça déjà c'est bien. C'est une boisson qui contient des antioxydants, qui est très riche en antioxydants. On a beaucoup plus que dans le thé, on a beaucoup plus que dans la grenadine. C'est une boisson qui contient beaucoup plus de potassium. C'est assez intéressant pour la santé. C'est une boisson énergisante, naturellement énergisante. C'est un peu Red Bull, mais de façon naturelle, sans produits Sans la taurine quand même. taurine, voilà, et sans la caféine qui a été rajoutée. Et ça booste un petit peu. Et puis, ça a d'autres effets aussi. Ça aide à la digestion. Moi, je sais que ma mère, elle est médecin. Et du coup, je lui ai fait goûter la cascara pour qu'elle me dise un peu ce qu'elle ressent, ce que ça donne. Et est-ce que les effets que j'ai lus, c'est ce qu'elle a ressenti, elle. Donc, elle me l'a dit. J'ai aussi des amis. Je fais tester aussi à plusieurs personnes. Voilà, parce qu'il faut faire attention aussi aux mentions qu'on note sur les étiquettes. Faut faire super attention. Donc, voilà. Ouais. Donc, il y a ces effets-là. Quand on a envie, pour les personnes aussi qui ne veulent pas, pardon, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre du café, qui ont juste envie d'un petit peps, la cascara est très bien, fruitée, naturelle et tout, c'est super intéressant. Oui, et c'est Voilà. plus vraiment pour ceux qui se disent amoureux du thé plutôt que du café. Pour le coup, Exactement. là, en fait, ils peuvent consommer du café à foison, en fait, sans aucun problème. Tout à fait. C'est l'argument Plus, justement que je donnais aux personnes qui me disaient, mais moi, je ne consomme pas de café, je suis plutôt thé. En fait, si la personne elle me dit, je ne consomme pas de café parce qu'il y a de la caféine, c'est pour ça que je ne consomme pas, que je prends du thé, je lui dis, attention, il y a aussi de la caféine dans le thé. Donc, oui. OK. Après, si c'est une personne qui dit, ben moi, je ne supporte pas trop la café, je suis plutôt sur le déca, à ce moment-là, la cascara est aussi une alternative. Hein. Donc, du coup, c'est de bons arguments Ouais, pour pouvoir. ouais, c'est vrai. Et non, il y a vraiment beaucoup de possibilités derrière. Alors, non seulement pour pouvoir consommer plus tard dans la journée, pour ceux qui, même les amoureux du thé, qui veulent à un moment donné qui s'arrêtent, hein, naturellement, parce qu'au bout d'un moment, certains sont sensibles plus que d'autres à la caféine et s'arrêtent de consommer du café à partir de 14-15 heures parfois. Donc là, c'est une autre façon de consommer un produit café aussi après. Et puis après, il y a tous les bienfaits que ça peut donner pour un produit qui, a priori, normalement, en tout cas, nous, on ne le consomme pas de façon torréfiée. Donc, tout ce qui est antioxydant, j'imagine que c'est plus présent. J'ai pas fait de thèse là-dessus, mais j'imagine enfin, de la cascara en infusion à froid, au niveau concentration d'antioxydants, c'est clairement. J'ai pas les valeurs, j'ai pas les valeurs hein, parce que Ouais, ça, c'est pas. voilà, c'est- je le donne à un laboratoire. Mais Bah, justement, alors, tout ce que tu parlais, en fait, tu disais tout à l'heure que ce Swarma, il avait demandé une étude. oui, Alors, je pense que c'est pas par hasard qu'ils ont fait ça, en fait. Quel était le problème en Angleterre et peut-être qu'il existe encore aujourd'hui dans certains pays? Est-ce que tu peux nous en parler? au départ, je pense qu'on avait un problème pour importer la cascara parce que c'était considéré. Ok. Régine a dit qu'elle a une étude de Panama variétale. Oui, ils ont également une étude de Panama. Ouais, j'ai noté les valeurs nutritionnelles qu'ils ont marquées dessus, effectivement. Et donc, du coup, on avait ce problème-là pour importer en Europe hein, la cascara. On supposait que c'était un nouveau produit Ouais. food. Hein. Je pense que Bah, c'était ça veut dire nouveau produit, ça veut dire qu'en gros, c'est pas dans le catalogue de produits qui sont autorisés. voilà. Mais je pense pas, en fait. Hein. Je pense pas que ce soit considéré. On va revenir à cette partie-là. Et donc, du coup, on méconnaissait la cascara. On méconnaît la cascara, donc on avait besoin de savoir aussi
ce que ça contenait. On pensait qu'il y avait beaucoup plus de caféine, certains disaient qu'il y en avait moins et tout ça. Et donc, d'avoir fait ces études-là, en tout cas, on a eu le vrai taux. On constate qu'effectivement, il y a beaucoup moins de caféine que, oui, le taux de caféine est moins élevé que dans une tasse de café normale. Hmm. Et donc, à un moment donné, en fait, c'est que comme il y avait ce vide légal, si je me rappelle bien, la vente avait été interdite en Angleterre pendant un moment. Interdite en Angleterre et même dans l'Union européenne Ah oui. aussi. Les gens pensent que c'est interdit, mais moi j'ai été regarder, j'ai importé mon café, ma cascara, je l'ai bien reçu, c'est passé par Bruxelles et tout, pas de problème et tout, j'ai bien rempli. Voilà. Et quand on regarde le code douanier, il commence par 90. Je l'ai noté, le code douanier, et on voit bien c'est la classe 0901. Et la classe 0901, ce sont les cafés, ce sont des cafés même torréfiés ou décaféinés, les coques et pellicules de café. Donc, coque de café, c'est la peau du café. Donc, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas eu ce problème. Au début, je me disais, mais, OK, je vais avoir un problème et tout. J'ai importé et je n'ai pas eu ce problème-là et j'ai bien Hmm. marqué que pareil, on a décrit ce que c'était et j'ai pris le code douanier qui était indiqué et voilà. Ouais, bah oui, a priori, non, ça a l'air tout à fait correct. Alors, c'est marrant parce que je ne savais pas qu'il y avait un code pour le café mal torréfié ou pas assez torréfié. C'est Non, intéressant. torréfié, décaféiné, en fait, c'est très, très, très précis. Il faut bien noter les custom codes parce qu'il faut savoir que quand tu importes du café non torréfié, il n'y a Oui. pas de taxe de douane en plus. Donc, si tu mets le mauvais custom code, bah, tu vas avoir. Et Ouais. donc, là, par exemple, là, t'es taxé pour le coup ou pas? Non, parce que justement, ça fait partie de la classe des cafés non torréfiés, les coques et tout ça. Donc, je n'ai pas de taxe en plus. Parfait, d'accord, très bien. Alors dis-nous, ça en est où en fait le marché du coup de la cascara en Afrique? Est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'avant toi on pouvait en trouver? Et quel est ton travail aujourd'hui en fait? Avant de me lancer sur le marché de la cascara en France, j'ai regardé ce que mes concurrents proposaient. C'est pour ça que je sais où ça se vend, qui le vend, d'où ça vient et tout. J'ai même été dégustée en fait. Donc ça me vient de mes années de commerce, d'études, d'école de commerce et tout. Donc j'ai été voir. Et comme j'allais me lancer aussi sur le marché du café, parce que je suis que sur le café africain, donc j'ai cherché s'il y avait de la cascara d'origine africaine. J'en ai pas vu. Donc, je voyais beaucoup du Guatemala, Panama, Pérou, mais je n'en ai pas vu d'Afrique. Et c'est Régine qui m'a fait découvrir aussi la cascara la première fois, parce que je ne connaissais pas justement, et c'est la cascara d'Éthiopie. Et j'avais vraiment apprécié, j'étais follement amoureuse. Et je ne pouvais pas importer. Je pouvais pas importer, il y avait un problème au niveau de l'Éthiopie, on ne pouvait pas faire sortir la cascara et j'étais vraiment embêtée. Euh, donc du coup, j'ai cherché sur le Rwanda, donc j'ai sourcé et ce producteur-là, il a produit spécialement pour moi. Donc je me suis engagée à acheter toute la production. En fait. Donc c'est pas partout, tous les producteurs ne le font pas. Tous les producteurs ne le font pas. Et donc, du coup, ici, j'en ai pas encore vu. Donc, j'en ai su D'accord. d'autres, hein, mais j'ai pas encore vu. Est-ce que le producteur au Rwanda t'a un peu regardé bizarrement quand tu l'as dit ça? Non, il savait ce que c'était. Il savait ce Ok. que c'était. Mais il en faisait pas. Et donc, du coup, D'accord. on a Est-ce mis du qu'il temps. est, Il est content aujourd'hui, en fait, c'est quoi son retour à lui, en fait, quand vous en discutez? Comment est-ce que lui vit la chose? Parce que peut-être qu'il n'a pas d'avis, peut-être qu'il a un avis. Oh, il est content que j'ai la cascara de chez lui, simplement. Mais il n'y a pas. Parce qu'il a fait qu'une petite production, en fait. C'est pas quelque chose de grand. D'accord. Donc, en fait, tu fais des commandes, en fait, c'est un peu ça, après les gens. Ouais.
je fais des commandes. Maintenant, là, ce que j'ai envie de faire, c'est pour ça que je me suis lancée dans des concours d'entrepreneuriat aussi, pour pouvoir faire connaître ça au-delà de notre petit monde. Nous, on le connaît, mais les autres ne connaissent pas forcément. Et donc, j'ai envie de toucher plus de personnes sur les concours d'innovation, sur les concours de la transformation des déchets et montrer ce qui est possible. Et puis, voir comment on peut agir justement au niveau de ces populations-là en leur accordant un revenu supplémentaire. Ouais. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que pour être entrepreneur aussi, donc je vois un peu la liste des concours qu'il y a et là où ce qui est un peu sexy en fait, il faut le dire, au niveau des prix qui peuvent être donnés, c'est que l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire a clairement le vent en poupe, et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc tout ce genre de projets, ils doivent être soutenus. Et est-ce que donc tu as déjà participé à des concours comme ça? Fait un petit concours, hein, je suis tellement contente. Ouais, j'ai eu le trophée. Mais en fait, je suis partie. En fait, comment ça s'est passé? J'étais sur un événement et la personne qui s'occupe de ce concours m'a vue. Elle m'a dit, mais tout ce que tu expliques, c'est tellement bien et tout. Nous, on organise des concours. Est-ce que tu voudrais venir et tout? J'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que. Donc, je suis quand même partie. Et j'ai envoyé ma présentation, mais vraiment à 14 heures pour 19 heures, tellement j'étais pas dedans. Donc, je suis passée, j'ai montré, je transforme aussi le marc de café en savon et tout ça. Donc, j'ai montré un peu tout ce qui était possible et comment ça agissait au niveau des producteurs là-bas à l'origine. Et les gens, ils me disaient, mais tu as fait tout ça, toi, toute seule? Tu sources, tu fais venir, tu fais ça et tout. J'ai dit, ouais, et tu travailles toute seule. Oui, mais je suis accompagnée, c'est sûr. Mais être à la tête d'une entreprise toute seule comme ça, c'était pas évident parce que eux, ils étaient deux ou trois. Mais enfin, ils m'ont dit, mais c'est fou. Je dis, oui, le pari est fou. Le pari est fou, mais ça a le mérite d'être mené. Et tous ceux qui ont dégusté la cascara, parce que j'ai fait une dégustation aussi. Tous ceux qui ont dégusté la cascara, ils ont tous aimé. J'ai pas vu une seule personne qui a pas aimé la cascara. C'est Non, ça. moi non plus. Voilà. Et puis après, j'ai fait plusieurs boissons. J'ai fait cascara gingembre, cascara menthe, cascara Hmm. vanille. Et donc, les gens étaient étonnés que ça puisse avoir ce goût-là. Et c'était super intéressant. Mais au-delà des infusions, il faut savoir qu'on peut faire d'autres choses avec la cascara. On peut faire de la farine avec De la avec farine. la cascara. On peut réduire en poudre. Et oui, je suis bloquée. C'est rouge. Euh, Tu me ouais, reçois? non, mais là ça va mieux. Je suis partie, Oui, là ça va. ça va mieux. Voilà. On peut faire de la farine et puis la cascara peut être utilisée aussi en biogaz, donc en énergie renouvelable. Donc c'est super, super intéressant. Donc il y a plein de choses qu'on peut pousser au niveau de la cascara. Ouais, et il y a beaucoup de choses en fait dont on n'est pas forcément au courant ou qui sont en train de... Parce que enfin, au niveau des recherches scientifiques et sur la réutilisation des déchets, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, ne serait-ce qu'avec la cascara, mais même avec la pellicule argentée, parce qu'elle est très riche en certains éléments. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Donc en fait, on n'a pas fini en fait d'en apprendre sur les surprises du café et de ses utilisations, c'est loin de là. Exactement. Justement, je sais que moi, je consommais pas de café avant et les personnes qui me fréquentaient aussi ne consomment pas forcément le café. Et j'aime à leur dire que le café ne se déguste pas seulement de cette façon-là, de manière gustative, en fait. On peut l'utiliser pour la peau, avec notamment le marc de café. On peut l'utiliser pour mille et une choses, hein. Donc, du coup, ne restez pas cantonné à la boisson café. Le café, c'est un tout. Il y a énormément de choses à voir autour du café. Hmm. Est-ce que tu crois qu'un jour on pourra avoir est-ce que c'est ton but, la cascara sous une forme d'infusion, j'imagine, au supermarché, comme on voit beaucoup de choses? J'aimerais bien, justement, parce que là, je vais rentrer en production. Parce que comme j'ai testé mes boissons, j'ai fait déguster et tout, je vais rentrer en production. Mon but, c'est justement qu'on puisse se retrouver dans les supermarchés ou dans les boutiques spécialisées, mais que ça puisse se déguster, en fait.
Ouais. Et là, par contre, il faut vraiment un stock beaucoup plus important, j'imagine. C'est ça le. Tu as Oui. une idée à peu près en fait du stock qu'il faudrait pour arriver à faire quelque chose comme ça? Bah, ce qui est bien avec la castra, c'est qu'on n'utilise pas beaucoup. Tu as vu la quantité que toi tu as mis pour pouvoir produire en fait. Donc pour un litre de boisson, on n'a pas besoin de 100 grammes, 150, non, on a besoin de beaucoup, beaucoup moins. Ensuite, j'ai contacté plusieurs entreprises qui fabriquent des boissons en fait, hein, parce que je peux pas, j'ai pas encore les moyens d'avoir ma propre unité de production de boissons. Donc, j'ai contacté des entreprises. Donc, il y en a qui vont te demander un minimum de 3000 bouteilles, il y en a qui vont te demander un minimum de 500 bouteilles, 200, ça dépend. Donc, du coup, ce que je fais, bah, je prends celle qui me demande le moins de quantité possible et puis bah, je vais démarcher. D'accord, ok. Donc parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de vendre la cascara. À la limite, enfin, soit tu la vends en tant que produit à infuser, ou alors en boisson déjà préparée. Et, euh, et là, alors, enfin, du coup, c'est vraiment deux visions très différentes. Et pour toi, c'est deux façons très différentes aussi de voir l'entrepreneuriat ouais, et la production de ce type Exactement. de boisson. Euh, et les coûts qui sont forcément avec. Tout à fait. Il faut savoir que la cassara, généralement, elle coûte un peu plus cher que le café en grains. Comment ça se fait, ça? Bah, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, ça doit leur demander un travail supplémentaire, hein, mais en tout cas, je me suis jamais posé la question. J'ai trouvé tout à fait logique et normal de leur payer ce coût-là. Donc, Alors c'est marrant, hein, parce qu'un déchet, finalement, est plus cher que le produit initial. ouais, il est plus cher. Il est plus cher. Donc c'est plus que de la valorisation. Alors après, hein, il faut pas simplifier la chose, hein, parce qu'effectivement, ça demande du travail en plus et ça prend de l'espace de séchage. Donc, est-ce que c'est le caviar du café? Ouais, je sais pas. Ça va devenir le caviar du café. Mais après, c'est effectivement intéressant. Si la cascara en fait est permise pour la distribution, en fait, je trouve ça presque étonnant qu'on la retrouve pas déjà un peu partout et qu'il y ait personne qui se soit vraiment plongé sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses dans le rayon infusion qui Bah, sont pas beaucoup ne forcément aussi intéressantes. Bah oui, parce que beaucoup ne s'intéressaient pas au café. Enfin, il y a beaucoup de baristas, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment, vraiment du milieu du café et tout. Donc, eux, c'est le produit. Bon, ok. Régine, elle répond à cause du traitement de produits chimiques sur la peau. Oui, alors c'est une très bonne question. Est-ce que, d'après toi, en fait, il faudrait consommer que la cascara de café produit, enfin, issu de l'agriculture biologique? Moi j'aimerais, ou biologique ou alors 100% naturel. J'aimerais. Pourquoi? Parce que si on a des pesticides et tout, ça va se retrouver dans la peau et on va les consommer et j'aimerais pas. J'aimerais pas et j'aimerais pas que mes consommateurs, mes clients soient impactés de cette façon-là. C'est pour ça Hmm. justement que je travaille avec des producteurs qui font du café de spécialité, qui remplissent ces conditions-là et à ce moment-là, je suis sûre de la qualité de la cascara. Hmm. Ben alors, est-ce qu'on va te donner, c'est peut-être une question c'est pas une question piège, mais est-ce qu'on va te demander en fait le label bio? Non, on ne demande pas le label bio. Et moi, enfin, Est-ce que personnellement, les clients finaux vont pas te demander le label bio en fait plutôt? ouais. Mais en fait, moi, personnellement, je suis opposée au label bio. Pourquoi? Parce que cette certification-là, il faut la payer, en fait. Donc, déjà, il faut que le producteur, il ait beaucoup d'argent. Et la majorité des producteurs avec lesquels je travaille, c'est des tout petits producteurs. Ça, c'est un. De deux, ouais, c'est trop cher. Et de deux, le label bio ne garantit pas la non-utilisation de pesticides. Il y a un pourcentage qui est admis, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres producteurs qui te font du 100% naturel et tout ça. Donc moi, quand je les source, il y a toutes ces questions-là auxquelles je réponds, toutes ces questions-là auxquelles ils doivent répondre d'abord, et ensuite, après, je teste le produit et tout ça. Donc, pas forcément bio. J'ai pas envie de rentrer dans un label bio parce que ça va demander des coûts supplémentaires à mes producteurs qui sont tout petits. Des fois, c'est des gens qui te Hmm. font 1 tonne, 2 tonnes à l'année, hein, ils font pas beaucoup. Donc, va leur dire de se mettre un. Par contre,
si ils me font quelque chose de carré. Et c'est ce qui est bien dans le café de spécialité parce qu'il y a une traçabilité. Donc, du coup, il y a cette garantie-là aussi. Et c'est ce que j'explique aussi à mes clients. Donc, Mhm. Traçabilité et transparence, dirait Régine. Très bien. Et puis après, en fait, pourquoi pas, si vraiment, en fait, il y a des personnes, des clients potentiels qui t'exigent d'avoir un label bio, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu vas tomber sur des gens comme ça, quoi qu'il arrive, en fait. En fait, pourquoi ne pas approcher peut-être les producteurs qui font du café bio et de voir ce qu'ils font s'il y a des producteurs qui font du café bio et qu'ils n'utilisent pas de pesticides, oui, je les prends. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, dans le sens contraire, je ne vais pas le leur exiger. obligés. Oui, voilà. Ouais. Exactement. Mhm. Ok, non, c'est super intéressant. Évidemment. Comment en fait, est-ce que euh, tu vas vendre en fait ton produit? Alors, tu vas plutôt chercher des distributeurs. Tu parlais de la boisson, ou alors tu vas avoir un site internet où on va pouvoir acheter. J'ai un site internet, hein, mais comme je travaille toute seule et bon, je vais pas très très vite, hein, donc du coup je tâtonne un peu et tout. Sinon j'ai un site internet, j'ai déjà une boutique en ligne, mais effectivement depuis cette histoire de Covid, je suis passée à sélectionner des distributeurs pour pouvoir distribuer ma marque et puis m'aider parce que j'aurais plus l'événementiel. Je faisais beaucoup d'événementiel et tout. Maintenant, je vais plus en faire ou presque pas. Donc, du coup, il faut compenser, et il faut s'adapter, il faut penser à la pérennité de l'entreprise. Donc, je passe en mode distributeur. Ouais, oui, c'est effectivement c'est rassurant, j'imagine, au moins d'avoir déjà un réseau qui est disponible. Et forcément, ton produit est innovant en France, donc Ouais. il doit forcément y avoir des bons retours. Ok, donc le futur, c'est ça pour toi. Ouais, le futur, c'est ça pour moi, ma boisson, la sortir, voilà, et puis la distribuer et qu'elle soit disponible un peu partout. D'abord dans Mhm. les petits shops et puis après dans les magasins, dans les supermarchés. Et un livre de recettes, donc ça Oui, serait vraiment bien. ça serait bien. En fait, tu sais, quand je fais les ateliers, je fais des ateliers autour du café et autour des déchets, de la valorisation des déchets. Et parmi un des ateliers, c'est soit le marc de café, soit la cascara. Et là, on découvre des recettes, mais c'est fou. Les gens, ils sont étonnés. C'est vraiment, vraiment intéressant. Effectivement, une Mhm. recette, ouais, Un ça va. livre de recettes avec des chefs ou des barman spécialisés dans les cocktails. Enfin, il y aura peut-être des belles collaborations à faire en fait aussi. Ouais. Exactement, exactement. Les mixologues, hein, ils peuvent faire des choses merveilleuses avec la cascara, les sirop de cascara. Il y a plein de choses. Il y a énormément de cocktails qui sont possibles de faire. Je me suis acheté justement mon matériel de cocktail pour. Ouais. Oui, oui, j'ai acheté. Ah ouais, t'aurais dû nous faire une démo là, presque. Ah non, non, tu peux encore au point, arrête. Ouais, ça sera pour le prochain événement quand ça sera enfin possible de refaire des événements en vrai et pas en virtuel. Ouais, tout à fait. Parce Super. qu'en Ok. en virtuel, tu sais, on n'a pas le temps de goûter. Et moi, je sais que j'ai fait des démos comme ça. Mais les gens, bon, ils écoutent ce que je dis, mais ils goûtent pas. Alors que enfin, quand on est en présentiel, c'est plus intéressant. Personne, elle goûte et puis elle est surprise. L'effet waouh. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est cet effet-là que les gens ressentent. C'est super. Évidemment, évidemment, évidemment. On a hâte de retrouver tous ce petit monde-là. Ouais. C'était vraiment chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter en fait en conclusion? Je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc on a pas, ouais, on a fait le tour, on a parlé de la valorisation, de ce que ça apporte aux producteurs, aux consommateurs, à l'environnement. Ok, ok. Bah, Ok, c'est bon. Non, mais comme je vois pas de questions,
Et Régine dit, vous êtes tous invités. Alors, du coup, si je le dis à tous, ça va être la terre entière qui va potentiellement venir à ton dîner African Coffee Meal. Ah, c'est trop bien. Septembre à Nairobi. Ok, Allez, tous au ok. Kenya. Trop bien. Voilà. Septembre à Nairobi, donc regardez sur l'événement Facebook à venir. Non, je sais pas en fait, mais en tout cas, effectivement, on peut faire, ça serait intéressant, on peut faire peut-être un repas entier avec toutes les parties du café. Bah, écoutez, challenge accepté. Et, C'est trop ouais. bien. Oui. Bon. Alors, bah, je te remercie vraiment, c'était super. J'ai appris plein de nouvelles choses sur la cascara et qui est un produit que personnellement j'adore, donc je suis complètement fan et j'ai hâte de goûter la cascara africaine que je n'ai jamais goûtée. Un cupping de plusieurs cascaras. Tu sais comment on le fait pour le café. Ouais, ça va être super. J'en ai Ah, fait. bah, dernière question subsidiaire. La cascara de Robusta, ça donne Ouais, quoi? bah, c'est ce que je vais tester en Côte d'Ivoire justement parce qu'ils font du Robusta. Donc je veux voir ce que ça donne. J'en ai pas T'as encore jamais testé goûté encore, d'accord. Et encore. ça serait intéressant de savoir s'il y a 2 fois plus de caféine dedans. Ah bah, Régine, qui évidemment a goûté à tout, elle sait déjà que c'est délicieux. Donc bon, ça nous donne déjà un petit... Ah, tu as goûté, Régine? Le Ngada. Ok. Le avec le Ngada. bon accent. Ouais, ok. Ok, D'accord. bon, bah, on a hâte de goûter tout ça. On fera une grande dégustation de cascara comparative. Ça va être Ouais, génial. ouais. Merci encore une fois, Maria. Merci beaucoup à toi. Merci, c'était vraiment fabuleux. Top. Moi aussi. Ouais, À merci. très vite alors. Au revoir et merci tout le monde. Salut, salut. Ciao.